Yo les petits potes à la compote, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. On est avec Louise qui va nous raconter une super expérience qu'elle a vécue au Togo lors d'un volontariat. Coucou Louise, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, écoute. Présente-toi un petit peu et présente-nous à peu près, en gros, le voyage que tu as pu faire. Je m'appelle Louise, j'ai 23 ans, je suis étudiante en droit. Je vais partir au Royaume-Uni faire mon master au droit de l'homme en octobre. Et en juin 2023, je suis partie au Togo pendant 2 semaines pour un volontariat avec les enfants. C'était l'expérience qui, je pense, a changé ma vie sur beaucoup de points et qui m'a donné envie de découvrir le monde encore plus et de m'ouvrir encore plus aux cultures. Et même personnellement, ça a été une ouverture et un nouveau mindset qui est entré dans ma vie, de passer du temps avec des enfants qui ont une différente perspective que nous et qui sont heureux avec rien. Comment t'as eu l'idée? Est-ce que c'était une idée déjà de base où tu t'es dit je vais aller faire un volontariat avec des enfants? Ou est-ce que t'as trouvé sur un site de volontariat et tu te dis putain ça pourrait être vachement cool, c'était un petit rêve que je voulais aller au Togo? Alors en fait ça vient de, je pense, 2016 quand je suis allée au Cameroun avec ma mère. On est allé dans un petit village où il y avait vraiment 10 habitants et j'avais vu une petite fille là-bas. Et je sais pas, genre dans mes yeux d'une fille de 15 ans, je me suis dit c'est l'expérience, c'est la culture et de voir ces gens évoluer comme ça. Et j'avais envie de leur donner en fait. J'avais envie de donner mon temps et de ma bienveillance. J'ai commencé à chercher de moi-même vraiment sur les groupes Facebook, sur internet. Je savais pas trop où me diriger au début, c'était un peu compliqué parce que forcément il y a beaucoup d'arnaques aussi. J'ai trouvé cet asso qui demandait une petite participation financière. Et je leur ai envoyé un email. Et puis après, ça s'est fait, en fait. J'ai pris mes billets d'avion. J'ai commencé à préparer en février. Et mon voyage était booké en mars pour juin. Ah ouais, ça allait super vite. Ouais. Genre février, mars, avril, mai, juin, paf, les billets d'avion. T'avais besoin d'un visa ou quelque chose? J'avais besoin d'un visa, mais c'était super facile. Enfin, je l'ai juste fait sur le site de l'ambassade. Ils me l'ont donné hyper rapidement, donc il n'y a pas eu de trop de de stress par rapport à l'avion, tout ça. Mais c'est juste que, genre, une semaine avant, j'ai commencé à paniquer, je me suis dit, attends, je vais vraiment y aller là. La réalisation. Et c'était mon premier voyage toute seule, j'étais un peu en panique. Finalement, je me suis réveillée, je me suis dit, vas-y. C'est l'anecdote très peu intéressante de Max. Quand je suis parti en Inde, il y a toujours ce petit moment c'est pareil, c'était mon premier voyage, gros voyage international. Et il y a toujours cette petite appréhension de se dire je sais pas comment ça va se passer, j'arrive dans une nouvelle culture qui est, on va pas se mentir, je pense absolument différente de la culture occidentale que nous on connaît. J'ai envie de dire un peu vieux jeu. J'imagine qu'en Afrique et au Togo c'est un peu pareil, on est quand même encore sur ce côté très macho, très patriarcal. Merci Max pour cette anecdote. Il y a aussi ce mythe de l'homme blanc qui va sauver les petits Africains. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas du tout cette perspective-là. J'avais juste envie de leur donner, en fait. Je leur ai ramené des jouets, j'ai ramené des livres, j'ai ramené tout ce que je pouvais ramener parce que ils ont pas grand-chose et ils se contentent de ça. Tu allais pas en mode juste histoire de dire pour ta bonne conscience, je suis allé aider des enfants en Afrique, et il y avait vraiment un réel projet derrière. Exactement. Waouh. Et tu te souviens un peu des noms des enfants? Il y en a peut-être un ou deux qui t'ont peut-être plus marqué, avec lesquels tu passais peut-être plus de temps. Il y en avait un qui s'appelle Alphonse et lui, il a grandi sans ses parents. Il a été adopté par une maman là-bas et il m'a beaucoup touchée parce qu'il écrit des poèmes. Okay. Et j'ai trouvé ça trop incroyable. Enfin, du coup, il me les a montrés plusieurs fois. Et c'est un enfant qui a grandi dans le vide, en fait. Il n'a pas eu l'affection de ses parents. C'est vrai que c'est un peu déstabilisant quand tu vois qu'il a besoin de câlins, d'affection. T'as envie de lui donner, en fait. C'est juste... Et pourtant, il est extrêmement mature pour son âge. Enfin, il se débrouille tout seul. Il avait 14 ans, 16 ans. Après, il y avait des plus petits. Il y en avait un, il s'appelait Kevin. Il était trop marrant parce que c'était un bébé, quoi. Il avait 3 ans. Il faisait que des bêtises. Et moi, ça me fait trop rire. En fait, on avait un emploi du temps avec l'asso. Et tous les lundis, on allait chez les mamas dans le village. Et un jour, c'était mon tour d'aller dans la famille de Kevin. Et il était trop mignon. Vraiment trop mignon. Parce qu'à un moment, il prenait son bain. Et la mère, elle essayait de le laver et tout. Et lui, il faisait n'importe quoi. Il sortait, il courait partout. Et puis après, ils sont allés dans les champs pour cueillir les herbes. Et pareil, ils faisaient que des conneries et tout. Et ça me fait trop rire, genre, de me dire que dans un tout petit environnement comme ça, juste, il est heureux. Il vit sa best life, quoi. Il vit sa best life, vraiment. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de l'asso, de comment elle s'est créée, combien il y a de personnes et surtout comment est-ce que l'asso fonctionne? J'imagine que t'es arrivé à l'aéroport, est-ce qu'on est venu te chercher? Est-ce que tu y allais de tes propres moyens? L'emploi, comme tu me disais, l'emploi du temps? Ça s'appelle
C'est une asso qui a été créée en 2019 et en fait, ils opèrent dans différents villages du Togo. Et là où je suis allée, c'est le village le plus ancien qui s'appelle Ondomé. Et là-bas, ils avaient pour projet de créer une salle de jeux et d'activités pour les enfants. Et c'est ce qui a été fait. Quand je suis arrivée, elle était déjà construite. Et en fait, ça fait depuis 2019 qu'il y a des bénévoles dans les villages. Donc les enfants sont habitués à avoir cette présence et ils voient pas ça comme... Enfin, je veux dire, ça leur met du baume au cœur, en fait, d'avoir des bénévoles qui viennent, qui vivent vraiment dans le village. Parce que moi, j'étais complètement dans le village, dans la culture. On allait très rarement à l'extérieur du village. On avait une journée off. Et en fait, honnêtement, heureusement, parce que émotionnellement, c'est très dur. Enfin, c'est beaucoup d'émotions et c'est vrai que c'était nécessaire, on va dire, pour un peu se relaxer, quoi. Ils ont des projets dans différents villages. Et j'étais très contente d'aller dans ce village-là parce que les enfants étaient d'une gentillesse, genre, j'ai jamais vu ça. Des fois, je regarde les photos et ça me met du baume au cœur, en fait, parce que tu te sens aimé alors que tu juste arrives et... Après, il y a différents types de personnes. Il y en a qui vont avec différentes intentions. Mais le fait est que la conclusion, elle est la même. Ils vont te donner beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance et ils vont juste vouloir te montrer ce qu'ils font, comment ils jouent, ce qu'ils aiment faire. De manière générale, ils vont juste te donner ce qu'ils ont envie de... ce qui leur passe par la tête, en fait. C'est vraiment des gens juste gentils. Et ça se perd un peu, la gentillesse. C'est une expérience incroyable, mais ça ramène des choses. On les voit dans leur environnement naturel et on se rend compte de tellement de choses. Tu mets un pied là-bas et tu réalises... Tu réalises que nous, ici, en Occident, en général, on a quand même énormément de chance. Et que malheureusement, on n'en profite pas assez, je trouve. Limite, c'est de la culpabilité et on n'est pas censé culpabiliser pour ça, mais juste de se dire que pendant que nous, on est ici dans un monde civilisé, où tout est développé, et pendant que eux, là-bas, ils sont en train de cueillir des plantes et d'aller au champ pour avoir un petit peu d'argent. C'est une perspective qui ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Tu peux nous saliver un peu, qu'est-ce que tu mangeais hein? Il y avait un truc assez populaire qui mangeait beaucoup là-bas, c'était de la pâte de maïs qui trempait dans une sauce et je mangeais tout le temps avec les mains. Quand je suis rentrée d'ailleurs, c'était très bizarre parce que j'avais envie de manger avec les mains. Il y avait des beans, enfin des haricots avec de la farine mélangée. Je me suis dit, je vais jamais manger ça. Et finalement, trop bon. Genre à chaque fois, je me réveillais le matin, j'étais en vrai, pourquoi pas. Il y avait ça. La plupart du temps, on mangeait quand même beaucoup de féculents, des pâtes, du riz. On allait faire les courses dans un petit supermarché. Et on avait un budget limité. Et c'est vrai qu'il y a des fois, j'avais vraiment faim. Je me suis un peu mise dans la perspective où, j'ai pas quelque chose que je veux. Parce que ici, j'ai l'impression que quand j'ai pas quelque chose que je veux, je trouve toujours une solution pour l'avoir. Ça m'a permis aussi de sortir de cette idée de bulle où on est enfermé en fait à contre-cœur parce que avec toutes les technologies, le fait qu'on peut tout avoir rapidement et facilement, ça déconnecte de la réalité qui est que pour avoir quelque chose, faut aussi se donner la peine de l'avoir et que des fois on peut juste pas l'avoir. Ça t'ouvre les yeux vraiment sur le fait que le monde n'est pas simple, enfin la vie n'est pas simple et que il y a des fois où il faut juste se contenter de ce qu'on a et c'est quelque chose qui est compliqué dans notre génération, dans notre société. J'ai eu la chance de grandir avec des parents qui pouvaient me donner ce dont j'avais besoin. Tu réalises juste la chance que tu as d'avoir accès à toutes ces choses alors que d'un autre côté du monde, sur un autre continent, ils ont moins et c'est pas pour autant qu'ils sont pas heureux, ils te sourient pas dans la rue. Ils se réveillent, ils ont toujours le sourire. Moi, je me réveillais vraiment là-bas, j'étais heureuse. C'est-à-dire que tous les matins, je me réveillais en mode je sais que je vais passer une bonne journée. Parce que tu te réveilles et ils sont là, coucou tata Louise. J'étais avec 2 autres volontaires. Je pense que leur perspective était différente de la mienne. C'était un peu compliqué des fois de s'aligner avec elles parce que moi j'y allais vraiment avec mon cœur. Et c'est là aussi où j'ai réalisé beaucoup de choses, que le bénévolat, c'est pas que des gens qui ont des bonnes intentions ou qui ont envie d'y aller pour les autres. Parce que il faut savoir que toute ma famille, quand je leur ai dit que je partais au Togo, que j'allais dormir par terre, que j'allais être dans un environnement où j'allais me doucher au puits, ils m'ont tous dit « Mais attends, mais toi, tu vas là-bas ?» Alors que c'est vrai que j'apprécie mon confort, mais je peux tout à fait sortir de ça. Et là, ça a été même pas pour prouver, mais juste que je me suis dit, il y a quoi que je peux pas faire. Même si c'était dans un contexte où j'étais encadrée, etc., il y a quand même eu des situations où je me suis dit, ouais, c'est dur. Ouais, émotionnellement.
On dort pas beaucoup, faut toujours penser à mettre du protéine moustique, nos estomacs sont plus fragiles, forcément. Culturellement aussi, c'est différent, parce qu'il y a des choses dont qu'il faut dire d'une autre manière, parce que c'est quand même des enfants qui ont grandi dans un contexte où pas comme nous, quoi. Donc il faut s'adapter, mais tu en apprends beaucoup plus sur toi. Est-ce que tu trouves que quand tu es revenu, ça a eu un impact sur la vision qu'ils avaient de toi avant? Ah bien sûr. Parce que après j'ai refait récemment un voyage toute seule et je leur ai juste dit mais en fait je peux le faire. Je suis en capacité de faire tout ça. Je pense que ça leur a aussi fait réaliser que tous ces voyages que je fais, et ça m'a ouvert encore plus l'esprit et que je voulais plus rester en France, que j'avais toujours envie de vadrouiller quelque part. Et je pense que ça leur aussi fait ouvrir les yeux sur le fait que j'étais capable, quoi. Mais ce voyage, en tout cas, m'a donné envie de déjà me spécialiser encore plus dans les droits de l'homme, parce que même si c'est pas totalement en corrélation, il n'empêche que je trouve ça hyper important de s'ouvrir sur le monde et de voir à quel point il y a autre chose autre part. Et que, au-delà du fait que c'est des pays pauvres, etc., le respect, la bienveillance, la protection, c'est des valeurs qu'on oublie. Les droits de l'homme, j'ai l'impression qu'ils n'existent plus, surtout en Occident, surtout dans des pays qui prônent la démocratie. Pour moi, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de bienveillance, les gens sont fermés, c'est tout égoïste, en fait, c'est tout tourné vers nous. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment ouvert. Mais déjà, je pense que j'étais déjà un peu ouverte d'esprit, mais ça m'a vraiment ouvert sur le fait que je veux faire un métier où je donne aux autres et j'aide les autres. Et même si là, c'était dans un contexte où je pense que si j'avais su, je pense que j'aurais fait différemment au niveau de l'asso. J'aurais aimé être moins encadrée aussi, parce que ça limite un petit peu les interactions, ça limite l'échange culturel. Mais en tout cas, ça m'a donné un tremplin vers quelque chose où je me suis dit, en fait, maintenant, je peux, entre guillemets, faire ce que je veux. Je n'ai plus de barrière. Du coup, ça t'a donné envie de faire d'autres volontariats dans le futur, ou est-ce que t'as le fait d'être resté 2 semaines avec beaucoup de gens, toujours les mêmes personnes en général, et que quand tu t'en vas, c'est vachement dur de dire au revoir. Est-ce que ça t'a donné quand même envie de refaire des volontariats sur du long terme, ou est-ce que t'es un peu en mode j'ai pas envie de, entre guillemets, de revivre tous ces au revoir? Le problème, c'est que j'ai envie de dire oui, mais est-ce qu'avec une asso, je ne sais pas, l'humanitaire et le volontariat ont une image très noire et dont on ne parle pas assez. Donc avec le recul, je me suis rendu compte que les enfants, ils étaient habitués aux bénévoles. Il y avait quand même cette idée de toujours envoyer des bénévoles, d'avoir une présence occidentale dans ce petit village qui, à la base, a rien demandé. Bien sûr, je trouve le projet de créer une salle de jeu pour eux incroyable et d'aider au développement, je trouve ça génial. Mais pour moi, il y a un aspect néfaste d'un autre côté, c'est-à-dire que les gens qui vont là-bas, ils n'ont pas forcément des bonnes intentions. Des fois, ils y vont juste pour leur conscience personnelle et ils ne respectent pas forcément l'environnement, la culture. Juste le fait que ce sont des individus qui ont bâti leur communauté et que le plus important, c'est de les respecter. Donc, est-ce que je repartirai avec une asso? Peut-être, mais après avoir pris du recul, et d'ailleurs, je suis toujours en communication avec certains des enfants, etc., je pense que je retournerai dans ce village, mais seule. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être encadrée, j'ai pas envie d'avoir la conscience de me dire que je suis en relation avec l'association. J'ai énormément de respect pour les associations humanitaires, mais juste que je trouve qu'il y a un aspect aussi un petit peu néfaste derrière, dont on parle pas forcément, et qui a vraiment faire attention quand on parle avec une association, c'est l'aspect éthique. Vu que ma perspective vraiment c'est d'échanger avec les cultures et d'en apprendre d'eux, et qu'ils me donnent autant que je leur donne, soit je trouve une asso avec laquelle j'ai vraiment des valeurs similaires. Une plus petite asso aussi, je pense que ce serait mieux, parce que là, c'est vrai que c'était une grande asso et que je pense qu'un bénévolat en Asie, ce serait aussi une expérience incroyable. On en vient à, pour moi, la question la plus dure quand on voyage, c'est « How do I say goodbye ?» Comment est-ce que tu arrives à dire au revoir? Mon départ du Togo a été extrêmement dur. Vraiment, j'avais l'impression qu'on me déchirait le cœur en 50 000 morceaux. Surtout de dire au revoir aux enfants. Je me souviens, je vais essayer de pas pleurer. En gros, il y a le van qui est venu me chercher. Et en fait, le superviseur, il a dit « Allez, venez tous lui faire un câlin et tout ». Ils sont tous courus vers moi, ils m'ont tous fait un câlin. Et puis après, j'étais dans le van et je les voyais là, au bord de la route. Et je me dis, ils vont continuer de vivre leur vie. Pendant que moi, je vais retourner dans un quotidien où en fait...
tout va vite, tout est pressé, alors que là, t'as l'impression d'être hors du temps et t'es bien en fait. Je peux même pas décrire en fait l'amour dans leurs yeux et la bienveillance qu'ils ont eu envers moi. Et c'est quelque chose que je retrouve pas ici. Ça a été tellement dur, je peux même pas le décrire. Est-ce que, avant qu'on finisse, t'as une petite anecdote hyper sympa à raconter? Oui, j'en ai une, elle est vraiment belle. C'est un des jours où j'étais dans le village, j'ai marché vers une autre maison et je me suis arrêtée. En fait, je devais pas rester à la base parce que j'étais avec l'autre maman, mais j'ai été décalée vers... j'ai juste marché dans le village. En fait, j'ai suivi les enfants. Les enfants marchaient et là, j'ai rencontré un garçon, je crois qu'il a 19-20 ans. Il allait à l'université au Togo. On a commencé à discuter et il m'a dit, moi, mon rêve, c'est de partir étudier aux États-Unis. Et c'était le moment où je finissais mon bachelor et tout, et je lui ai raconté un petit peu mon expérience, et je pouvais voir dans ses yeux, il était ébahi par tout ce que je disais, comme pour lui c'était inaccessible. Et je pense que j'ai dû rester bien 2 heures là-bas, on a fait que de parler de nos rêves, un peu de ce qu'on rêve de faire, de nos objectifs, etc. Et il m'a dit, honnêtement, moi j'y crois, si Dieu veut, j'irai aux États-Unis. Et je lui ai dit, moi j'ai envie de t'aider, je vais l'aider à faire son visa pour qu'il parte étudier aux États-Unis. Et j'espère vraiment que ça va se réaliser parce que vraiment la façon dont il en parlait, tu peux voir juste dans ses yeux que c'est son rêve, mais un rêve pour un enfant africain qui n'a rien vu d'autre qu'un petit village où il a grandi avec ses frères et sœurs au milieu de la campagne. Et je l'ai bien ressenti en parlant avec lui. Et même aujourd'hui, là, je suis encore en communication avec lui. Et c'est vraiment juste, ça m'a donné du baume au cœur. Il y a toujours cette rencontre qui spéciale, qui est forte. En espérant que ces rêves se réalisent, ou que tu puisses aussi, toi, après, j'imagine, le rejoindre aux US. On verra. Mais en tout cas, ce que je lui souhaite, c'est de continuer à croire en ses rêves. Et c'est ce que j'essaye de lui communiquer, c'est que rien n'est impossible. Est-ce que toi, t'as d'autres choses à rajouter? J'ai une phrase que j'aime bien qui dit « How lucky I am to experience something that makes me say goodbye so hard ». Et ça veut bien dire que tous les moments qu'on vit et la chance de voyager, de découvrir d'autres choses, où c'est horrible de dire au revoir, mais à quel point c'est magnifique en fait. On arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez retrouver l'expérience de Louise, c'est ici sur YouTube, mais également sur les réseaux sociaux. Mettez en bas dans les commentaires si ça vous a plu, quelle histoire vous voudriez, et même si vous voulez participer, je mets le petit lien d'inscription dans la description. Les tournages se font sur Lyon pour l'instant. Ils seront peut-être amenés à bouger dans le futur, ou peut-être même moi à me déplacer. Et il y a des gros projets qui arrivent aussi en septembre, donc je vous tiens au jus. Au revoir.